Bonjour chers élèves de quatrième. Le thème de la leçon d'aujourd'hui sera le complément de celle que je vous ai déjà infligée la semaine dernière sur les océans. Mais nous verrons aujourd'hui un chapitre particulièrement dédié à l'activité des hommes, le rapport entre l'activité des hommes et les océans. Quel impact a l'activité humaine sur la vie des océans? Alors en première partie, on peut voir, comme vous en doutez, que l'océan est un espace de production. C'est un lieu fondamental pour l'économie humaine. Bien sûr, on ne peut pas parler des océans sans parler de la pêche. La pêche qui est un secteur que vous avez tous aperçu lorsque vous êtes allés en vacances. On pêche sur toutes les côtes en France, sur la mer du Nord, sur la Manche, sur l'océan Atlantique et sur la Méditerranée. Bien sûr, cette pêche emploie environ à peu près 200 000 personnes. Mais ça n'a rien à voir avec le secteur vital qu'elle représente pour les continents pauvres, pour l'Afrique, pour l'Océanie, pour l'Asie. C'est plusieurs dizaines de millions d'emplois. La pêche est donc un secteur vital. Bien sûr, on ne fait pas que de la pêche dans l'océan. Vous avez tous eu connaissance de ce qu'on appelle l'exploitation d'hydrocarbures offshore. Aujourd'hui, 30% de la production de pétrole et de gaz n'est pas faite sur terre, mais sur mer et dans les océans. Comme vous le savez peut-être, les océans s'éloignent en pente douce au large des côtes. Elles s'étendent d'abord sur ce qu'on appelle un plateau continental qui va jusqu'à 300 km des côtes. Au-delà des 300 km des côtes, brusquement le plateau continental s'effondre et c'est le début des grandes fosses océaniques, 4000, 5000 voire 10 000 mètres. L'exploitation offshore se fait sur le plateau continental. Toutes les grandes compagnies de pétrole ont des plateformes offshore. Total, Elf, toutes les compagnies américaines. Et incontestablement, c'est sûr que c'est là un des domaines de fragilité de l'exploitation du pétrole pour les océans. Troisième secteur de l'économie qui a un rapport avec l'océan, c'est ce qu'on appelle l'exploitation des nodules polymétalliques. Alors là, elle ne se fait pas sur le plateau continental. Les nodules polymétalliques sont des sortes de cailloux gros comme ma main qui sont composés à 80 à 90% de métaux rares et précieux, le manganèse, le cuivre, le cobalt, et ils sont posés au fond des océans. Seulement, le grand enjeu, il faut être capable d'aller les chercher. 4000, 5000, 8000 mètres, ces nodules nous attendent, à qui peut les ramasser? En effet, comme vous le savez peut-être, je vous ai déjà expliqué que l'océan est divisé en deux grandes parties. Les pays côtiers sont des pays chanceux. Ils disposent tous de ce qu'on appelle une zone économique exclusive, une zone marine qui s'étend à 320 km au large des côtes, la zone des 200 miles. Exemple, 200 miles au-delà de La Rochelle, l'océan appartient à la France. Et ces zones marines sont vitales pour exploiter les nodules polymétalliques. Mais au-delà des zones marines, il reste 60% de la surface des océans. Eh bien, ces 60% de la surface des océans appartiennent à la Terre entière, appartiennent à qui peut y aller, appartiennent à qui peut les exploiter. C'est ce qu'on appelle les eaux internationales. Bien sûr, il y a aussi ce qu'on appelle l'aquaculture. L'aquaculture, c'est tout simplement la culture des espèces vivantes de la mer. C'est un énorme avantage, c'est qu'elle permet d'éviter l'épuisement des ressources halieutiques, des ressources vivantes. Hélas, la France ne le développe pas énormément. L'aquaculture, qui peut se diviser en pisciculture, l'élevage des poissons, en ostréiculture, l'élevage ou la culture des huîtres, en conchyliculture, l'élevage des coquillages, est surtout une affaire des pays du Nord ou du Japon. Voyez-vous, les ressources de la mer sont immenses. Mais hélas, l'océan n'est pas qu'un espace de production. Il est aussi un espace de conflit. En effet, revenons encore une fois sur la ZEE. Et c'est pas aussi simple que ça à définir une zone économique exclusive. Tenez, vous avez peut-être en mémoire la carte de l'Europe. Regardez le Royaume-Uni. 30 km le séparent de la France. Regardez l'Espagne, qui est frontalière de la France. Nous avons une zone E, une ZEE en commun. Et bien sûr, la France s'oppose à l'Espagne au sujet de sa zone de pêche. Souvent, les pêcheurs français et espagnols dans le golfe de Gascogne s'opposent, voire les armes à la main. Et les Anglais font de même avec les Français.
La ZEE est souvent un espace de conflit. Mais il y a un autre espace de conflit que représentent les océans. Il s'agit d'enjeux bien plus importants, bien plus essentiels peut-être, qu'on peut appeler les enjeux stratégiques. En effet, les grandes puissances militaires ne sont des grandes puissances militaires que si elles maîtrisent les océans. Les plus grandes puissances militaires de la planète, les États-Unis, la Russie, la Chine, rivalisent pour posséder les océans. Qui est capable de maîtriser la mer est capable de maîtriser la terre. On parle dans ce cas-là, pour ceux qui peuvent le comprendre, de puissance thalassocratique. Thalassa, la mer chez les Grecs, kratos, le pouvoir de l'océan. Si vous êtes capable de faire régner l'ordre sur la mer, vous êtes capable d'envahir la terre. Donc les océans, notamment pour les Américains, les Russes et les Chinois, sont des grands enjeux stratégiques sur le plan militaire. C'est pas pour rien que les États-Unis d'Amérique, la plus grande puissance de la Terre, est aussi la plus grande puissance de la mer. Elle a mis à la surface des océans 7 flottes de guerre ultra performantes, capables d'envahir n'importe quel pays en moins de 48 heures. Mais les océans ne sont pas que des espaces de production. Les océans ne sont pas que des espaces d'enjeux stratégiques. C'est aussi, hélas, des espaces fragilisés. Ce sont des espaces fragilisés notamment par la pollution. Bien sûr, par la pollution des hydrocarbures. Lorsque ces énormes navires qui transportent du pétrole brut depuis les lieux de production, le Moyen-Orient, jusqu'à nos énormes ports qu'on appelle des zips, contrairement à ce que vous pouvez croire, ces énormes navires sont très très fragiles, ils sont trop lourds. Et ils peuvent facilement provoquer des marées noires. La France, dans ces dernières années, a connu 3 importantes marées noires. La Moco-Cadiz, le Torrey Canyon plutôt, et le Tagno. Et l'océan est un espace particulièrement fragile aux marées noires. C'est toutes les espèces vivantes, oiseaux, végétaux, animaux, qui deviennent victimes de ces marées noires. Mais il y a peut-être un second problème concernant la pollution, un problème beaucoup plus récent, un problème qu'on appelle le vortex de plastique. Qu'est-ce qu'un vortex de plastique? C'est la pollution liée aux déchets plastiques, bouteilles en plastique, sacs en plastique. Eh bien, savez-vous, chers élèves, que, hélas, ces déchets et ces bouteilles rejetées à la surface des océans, petit à petit, à cause de la force des courants marins, se rassemblent et vont former des énormes continents à la surface des océans. On estime aujourd'hui que le vortex de plastique représente à peu près une surface de 3 500 000 km². À titre de comparaison, 3 500 000 km², c'est environ 7 fois la surface de la France. C'est énorme. Et ce vortex de plastique qui flotte à la surface des océans ne fait que s'accroître. Il représente probablement un poids de 150 millions de tonnes de déchets plastiques. Mais l'océan est un espace en danger pour une autre raison dont vous avez forcément entendu parler. Je veux parler bien sûr du changement climatique lié au réchauffement climatique. Les émanations de gaz à effet de serre, notamment le CO2 lié à l'activité humaine, menacent directement les océans. L'océan est ce que les spécialistes appellent un régulateur thermique. C'est lui qui est là un des principaux responsables du climat terrestre. Vous avez tous rendu compte, vous avez tous fait cette expérience qu'au bord de l'océan, il fait plus doux l'hiver et il fait plus doux l'été. C'est ça un régulateur thermique. Il régule le climat, il essaye d'en atténuer les rigueurs. À titre d'exemple, la France subit de plein fouet l'influence du climat océanique, qui est la principale influence climatique à la surface de notre pays. Eh bien, cet océan est particulièrement sensible au réchauffement climatique. La Méditerranée, prenons elle comme exemple, en 30 ans, a connu un réchauffement de 1 degré centigrade. Et donc, ça provoque ce qu'on appelle de l'acidification. Et ça met en danger le zooplancton, le phytoplancton, les coquillages, qui sont à l'origine de la chaîne alimentaire. Bref, réchauffer les océans, c'est menacer les océans. Menacer les océans, c'est menacer toute l'espèce biologique, toute la chaîne biologique qui compose l'ensemble des êtres vivants qui vivent à la surface de notre planète.
Alors, si l'on réchauffe l'océan, si l'on acidifie l'océan, on menace la capacité de l'océan à absorber le CO2. Mais il y a encore une ultime menace liée à l'activité humaine. Celle, je voudrais en terminer par là où j'ai commencé, celle liée à la surpêche. En effet, la pêche, c'est un prélèvement, une activité de prédateur en aveugle. Souvent, les pêcheurs prélèvent des espèces animales qui sont non adultes ou des jeunes adultes, empêchant là le cycle de la vie, empêchant là la reproduction. Et beaucoup d'océans, l'Atlantique Nord, l'Atlantique, la mer du Japon, la mer de Chine, sont des zones victimes de surpêche. Et donc, coûte que coûte, il faudrait limiter cette activité. Pour revenir sur tout ce que je viens de vous exposer, le bilan n'est pas très optimiste, chers élèves. J'espère que vous vous êtes rendu compte que toucher à la mer, c'est toucher à la terre. Coûte que coûte, il faut mettre l'océan comme un des biens les plus précieux de l'humanité. Coûte que coûte, on vous rendez compte que l'avenir de la planète passe par l'avenir de ces océans et qu'il faut, une fois encore, lier l'activité humaine au développement durable. On ne peut pas s'empêcher de se développer. On ne peut pas empêcher l'activité humaine d'aller vers le progrès. Mais il faut que ce progrès soit compatible avec l'activité de tout l'ensemble de la chaîne biologique qui compose notre planète. Et donc, il faut que le développement durable touche notamment la vie des mers et des océans.